Faites gaffe. Ils sont qui tirent sur Charlie Hebdo. Baissez-vous. Le 7 janvier 2015, la mort est venue frapper là, derrière cette porte. J'étais voisin de Charlie Hebdo. Ce n'était que le premier d'une série de massacres de masse en Europe. Paris, Bruxelles, Nice, Berlin. C'est encore dangereux, reculez. Ces scènes d'horreur m'en rappelaient d'autres. En Irak, 10 ans auparavant. Ces images étaient devenues trop lointaines, répétitives. Elles avaient fini par lasser le public. Personne ne pouvait se douter que dans cette violence était en train de naître le monstre qui viendrait nous frapper. Pour comprendre, j'ai voulu retrouver ceux dont j'avais partagé la vie au tout début de cette guerre. Abdourazak, par exemple. Il avait combattu les Américains. Puis, il avait vu surgir Daesh. Qu'est-ce qu'il était devenu? Daesh ne se bat pas comme une armée. C'est des lâches. Ils posent des bombes, ils tuent des gosses et des vieillards. J'ignore ce que je vais retrouver, mais je sais une chose. Sans l'invasion américaine en 2003, Daesh ne serait jamais né. Et il fallait être sourd pour ne pas entendre ce qui allait venir. Vous allez voir de quoi on est capable, et le moment viendra. Bagdad, un matin d'été. La ville est calme, presque belle. La guerre semble loin. Il ne faut pas s'y fier. En Irak, ces 12 dernières années, les voitures bombes n'ont jamais cessé de frapper. Daesh filme chacune de ces attaques et diffuse les images sur Internet. Ce matin de juin 2016, l'explosion gigantesque vient d'un quartier chiite, New Baghdad. Tu vois cette fumée? Ouais. Cette fumée, sur la droite. C'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Je sais pas. Nous voulons atteindre la zone de l'attentat. Mais les routes sont barrées. Il faut 30 minutes pour contourner les barrages de la police. Je pense qu'il faut qu'on y aille à pied. J'ai entendu une explosion. Le son était tellement fort qu'il m'a transpercé le corps. En fait, il y a eu 2 explosions. 2? Eh bien moi j'étais trop près. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Il y avait 2 voitures là-bas. Ils ont foncé directement vers le marché. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Le bâtiment va s'écrouler. Fais attention. Quelques minutes à peine après l'attentat, Daesh le revendique sur Twitter. Ils publient des photos. Leur message: nous avons tué 65 de ces sales chiites. Bon appétit pour le ramadan. Le compte Twitter vient d'être créé spécialement pour l'attentat. Dans quelques heures, il sera identifié et supprimé par la direction de Twitter. Les photos viennent à peine d'être postées. Donc, autour de nous, dans la foule, il y a des hommes de Daesh. Le risque d'une deuxième bombe existe.
Bien sûr, c'est Daesh. À ton avis? Daesh a visé un rassemblement de volontaires des brigades populaires qui devaient partir les combattre à Falloujah et Mossoul. Le bilan officiel est de 37 morts. Depuis 2004, l'Irak a connu des milliers d'attentats à la bombe, des centaines de milliers de victimes, tant de morts qu'on ne connaît pas leur nombre exact. J'ai rendez-vous à Sadr City, le quartier chiite de Bagdad. C'est là que j'étais en 2004. Je reconnais la mosquée. Il y a 12 ans, l'homme que je cherche aujourd'hui, Abdourazak, dirigeait un groupe de combattants chiites. Techniquement, à l'époque, pour les Américains, c'était un terroriste. Ils vont filmer. Ils vont quand même pas filmer les bombes. Oui, il n'y a pas de problème, laissez-les faire, laissez-les filmer. Grâce à la confiance d'Abdourazak, j'avais pu filmer de près ces fameuses bombes enterrées qui faisaient tant de dégâts sur les blindés américains. Abdourazak, lui, ne se voyait pas en terroriste. L'agression vient de l'autre bord, pas de notre côté. Nous sommes en état de légitime défense. 12 ans plus tard, j'ai appris qu'Abdourazak était devenu une sorte de dignitaire chiite. Comment tu vas? Ah, très bien, très bien. Bonjour. Il habite toujours au même endroit. Sa vie est la même, ou presque. Il a juste changé de voiture et d'ennemi. Allez-y, installez-vous. Asseyez-vous ici. Paul, tu nous as manqué. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Bien, bien, ma famille va bien. Et tes enfants? Je me rappelle de ton fils, il était tout petit. Mon fils a grandi et l'autre a 5 ans maintenant. Abdourazak fume toujours comme un pompier et il ne sort jamais sans son pistolet. Il est toujours responsable politique dans le mouvement de Moqtada al-Sadr, le parti des classes laborieuses chiites. J'étais entré pour la première fois à Bagdad en avril 2003. Les troupes américaines venaient juste de prendre la ville. Les rues n'avaient pas encore été nettoyées. Elles empestaient le cadavre abandonné. Dès le lendemain, les statues du dictateur Saddam Hussein commençaient à tomber. Surtout dans les quartiers chiites. Saddam Hussein était sunnite, il privilégiait sa communauté. Et les chiites nourrissaient un sentiment d'injustice. Dans le quartier d'Abdourazak, on commence par accueillir les Américains avec le sourire. Ils disent qu'ils sont heureux que nous soyons venus en Irak et qu'ils sont contents que Saddam soit parti. Il y a des gens qui étaient vraiment contents de la chute de Saddam. Au tout début de l'invasion américaine, oui, le peuple était heureux. Particulièrement ceux qui souffraient du pouvoir de Saddam. Peu importe ce qui arrivait, tout ce qui pouvait les éloigner de Saddam était le bienvenu. Officiellement, en avril 2003, Bagdad est libérée. Mais rien ne se passe comme prévu. Les administrations, les écoles, tous les services publics brûlent. Les banques sont pillées. Les Américains ne savent pas encore qu'ils viennent d'ouvrir les portes de l'enfer. Ils sont incapables de contrôler la violence. D'après la Convention de Genève, vous êtes obligés de protéger les civils et leurs biens. Vous n'êtes pas des protecteurs, vous êtes des envahisseurs. J'ai bien compris ça. Ça prend du temps et il faut que vous appreniez à vous aider par vous-même.
Je pense que pour le moment, les Irakiens dorment. Mais le moment viendra où on va se réveiller. Et vous allez voir de quoi on est capable. Et le moment viendra. Tu te souviens la première fois où tu t'es dit « il faut prendre les armes et chasser les Américains d'Irak » D'abord, ils ont pris les ministères les plus importants en Irak, comme le ministère de l'énergie. Ils ont tout volé et ils ont détruit les archives. C'est bien la preuve que leur priorité n'était pas de nous libérer, mais de prendre possession de nos richesses. Et puis ils tuaient les gens au hasard. C'était insupportable. Il suffisait que tu passes devant des troupes américaines et tu pouvais te faire tirer dessus. Tu l'as vu de tes propres yeux en 2004. Ça existait, tu l'as vu. Dans le brouillard de la guerre, les troupes américaines vont multiplier les bavures. Des civils meurent sous leurs balles, à l'aveugle. Comme dans cette vidéo filmée en 2007 depuis un hélicoptère américain et rendue publique par Wikileaks. Côté irakien, comme à chaque lendemain de bombardement aérien, Sadr City compte ses victimes. En septembre 2004, dans le quartier d'Abdourazaq, nous étions à ses côtés quand nous avons filmé les victimes d'une attaque aérienne. Nous lui montrons des images qu'il n'avait jamais revues. Combien de civils irakiens sont morts ces derniers mois dans les combats urbains? C'était son père. Je ne supportais plus de voir ça, ma douleur dépassait ma peur. Ce qu'a connu le peuple irakien à ce moment-là m'a fait beaucoup de peine. Le peuple irakien a connu tellement d'horreurs. En avril 2004, Sadr City, le ghetto chiite de Bagdad, s'était soulevé contre l'occupant américain. Mais c'est à Falloujah, une ville sunnite, que les Américains avaient rencontré la plus forte opposition. Pour les combattants chiites de Sadr City, Falloujah la sunnite est devenue l'exemple à suivre. Si Dieu le veut, ce sera comme à Falloujah. Les Américains ne viendront plus ici. Certains chiites avaient même envoyé des dons de sang aux hôpitaux de Falloujah pour soigner les blessés sunnites. Au début de l'invasion américaine, on était tous d'accord. Nous étions juste irakiens et musulmans. C'était notre devoir religieux de combattre l'occupant. 12 ans plus tard, tout a changé. Des volontaires chiites de Sadr City font la guerre contre les villes sunnites de Falloujah et Mossoul, tombées aux mains de Daesh. Abdourazaq est trop vieux maintenant pour participer au combat, mais des membres de son mouvement sont sur la ligne de front. Nous allons les rejoindre, près de Falloujah. Daesh a coupé les accès à la capitale irakienne. Les premières brigades de volontaires sur lesquelles je tombe, ce sont les hommes du Hezbollah irakien, un groupe armé sous influence iranienne. Pour eux, à travers Daesh, c'est les Saoudiens qu'ils combattent. D'où vient Daesh, selon vous? D'où vient Daesh? Tu le sais mieux que moi. Tu viens de l'Occident. Daesh, c'est une création des Wahhabites, soutenue par les Saoudiens et les Qataris. Le monde entier a fermé les yeux sur les injustices qu'on a subies. Et personne n'a rien fait pour nous aider durant ces années. Heureusement qu'il y a les jeunes volontaires pour sauver les villageois.
Là-bas, on est en train de se battre contre Daesh. Ce qui brûle au loin, c'est Saklawiya, le dernier verrou avant Falloujah. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Sur Internet, les deux camps postent les images de la bataille. Elle va durer plusieurs jours. Les combats sont épuisants. Mais pour l'instant, en tout cas, Daesh recule. Là, il y a un gars de Daesh. On l'a tué. On en tuera encore. On va prendre Saklawiya. Puis juste après Falloujah. Il n'y a plus que 3 kilomètres là. Tout autour des zones de combat, les maisons sont vides et dévastées. Où sont passées les populations civiles qui vivaient là, sous Daesh? On nous dit qu'elles ont été transportées de l'autre côté du fleuve Euphrate. Certaines ont tout risqué pour fuir, en traversant le fleuve à la nage. Lâchez l'embarcation du passeur, et c'est une mort certaine. Les civils qui ont réussi leur traversée sont emmenés ici, dans un camp de déplacés. Certaines familles arrivent à peine de Falloujah. Il y a quelques heures encore, elles vivaient sous le contrôle de Daesh. Le camp déborde, il n'y a plus assez de place. Nous sommes venus de Falloujah et il n'y a rien pour nous. Il n'y a pas une tente, il n'y a rien. On est là sous le soleil, on a faim, on a soif. Daesh nous a poussés à quitter nos maisons. Ils nous ont affamés, surtout nos enfants. Pendant 8 mois, ils ont mangé des dattes pourries. Il n'y a pas d'eau potable. Par contre, eux, ils mangent de la bonne bouffe. Et après, ils nous donnent des leçons sur le prophète Mahomet et l'islam. On est obligés de supporter la faim. Et eux, ils mangent à leur faim. Et nous pas. C'est ça l'injustice de Daesh. Si tu protestes, ils te tuent. Regarde l'état des enfants. Vous connaissez des gens qui ont été tués par Daesh à Falloujah? Beaucoup de familles ont été assassinées par Daesh. Plusieurs ont été tués à Falloujah avec leurs enfants. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été kidnappés. Ils sont pris en otage sans aucune raison. Ils ne peuvent plus quitter la ville. L'armée irakienne contrôle le camp, les armes à la main. Le risque existe que des éléments de Daesh se soient infiltrés parmi les réfugiés. On était encerclés là-bas. On ne pouvait pas sortir. Il y avait des gens qui nous empêchaient de bouger. Il y avait plein de familles. On était bloqués à Falloujah. Il y avait un homme. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. On a tenté 2 fois de s'enfuir, mais on a raté. Et grâce à Dieu, on a réussi à la 3e fois. Tu sais ce que c'est, Daesh? Oui. C'est l'État. C'est eux qui nous ont encerclés. C'est eux qui ont tué des gens qui essayaient de s'enfuir. Amnesty International affirme que des habitants de Falloujah ont été enlevés et torturés par certaines milices chiites.
parce qu'ils étaient suspectés d'être complices de Daesh. Pour Selim et sa famille, ce ne fut pas le cas. Le seul souvenir qui les hante est celui de Daesh. Quand ils sont entrés dans Falloujah, ils saluaient tout le monde. Ils étaient victorieux. Ils faisaient la bise à tout le monde. Ils disaient qu'ils ne feraient de mal à personne et qu'ils n'allaient pas nous tuer. Et un an après, ils ont mis en place des règlements, des lois religieuses. Une police islamique a commencé à patrouiller dans les rues. Aux voleurs, on leur coupait la main. Et les filles, elles ne pouvaient plus sortir seules dans les rues. C'était fini. Bonjour, comment ça va? Tu sais que le prophète nous dit que la beauté de l'homme, c'est sa barbe? Donc tu dois laisser pousser ta barbe. Daesh a sorti une loi. Si quelqu'un se faisait raser la barbe, c'était 50 coups de fouet. Falloujah était devenue une prison géante. Daesh utilise les écoles comme une de leurs bases. Ils interdisent les écoles aux enfants. L'école, c'est foutu pour cette génération. Seuls ceux qui sont de Daesh ont accès à l'école. Ils les ont créés pour leur apprendre à faire la guerre. Daesh, ils prennent les enfants de cet âge et ils leur lavent le cerveau pour les convaincre de devenir kamikazes. Dès cet âge-là. Et lui, là, ce jeune oublie ce qu'est une école, oublie ses parents. Au nom de la guérilla, il devient un enfant soldat. Dans chaque ville prise par Daesh, il crée des zones privilégiées pour attirer les gens. Comme les gens ont faim, ils vont vers eux, ils leur donnent de l'argent et ils prennent les enfants. Ils te racontent que c'est pour le djihad. On n'a rien du tout, même pas du pain. Si tu ne collabores pas, tu n'as rien. Ils nous encerclaient. On leur demandait de l'eau ou du pain. Ils te répondaient « Toi, tu ne collabores pas avec nous. Tu peux crever. » Tous ces déplacés sont sunnites. Pour l'instant, il leur est impossible d'aller à Bagdad. Il existe une frontière non officielle, juste avant le pont, au-dessus de l'Euphrate. Certains attendent ici pendant plusieurs jours. Ces images sont embarrassantes pour le gouvernement de Bagdad. Without take the picture. Okay. Why? Because the police here, no picture. Le défi du nouvel Irak sera de faire une place aux populations sunnites. Et pour l'instant, la méfiance persiste entre chiites et sunnites. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'union sacrée de 2004 contre les Américains se transforme en guerre civile? Comment Daesh a-t-il réussi à prendre racine dans la communauté sunnite? Les Irakiens ont leur propre réponse à ces questions. Je vais les entendre lors d'une manifestation qui a lieu tous les vendredis, juste après la grande prière. C'est un rassemblement sur la place Tahrir de Bagdad. On l'appelle le printemps irakien et Abdurrazak en est l'un des organisateurs. Le rassemblement est étroitement contrôlé par la police. Faut qu'on se débrouille pour vous faire rentrer parce qu'ils n'aiment pas voir la presse là-bas. Barrage après barrage,
Il réussit à nous faire passer jusqu'au rassemblement. Ils peuvent pas passer, c'est pas possible. Mon frère, je te dis que c'est des amis. Les manifestants du printemps irakien se battent contre la corruption et surtout contre les divisions confessionnelles qui ont engendré Daesh. Ils veulent retrouver le sentiment d'unité nationale qu'ils ont connu avant la guerre civile. Parmi les manifestants les plus vieux sont les plus fervents défenseurs de la séparation de la religion et de l'État. Et c'est un combat qui n'est pas gagné. Contre les Saoudiens, créons un État chiite. Non, non, mon gars, c'est un État laïque qu'il faut faire. Ah oui, pardon. Un État laïque. Excusez-moi. Laïque. Ok, pardon. Tous les manifestants auxquels je m'adresse racontent tous la même chose sur l'origine de Daesh. D'après eux, le monstre serait né de l'occupation américaine. Pourquoi cette destruction? Les seuls responsables de ce que vit le peuple irakien depuis 2003, ce sont les États-Unis. Ils ont apporté des concepts qui n'existaient pas avant, comme le confessionnalisme. C'est les Américains qui ont fait ça? Oui, c'est les Américains, ils étaient obsédés par ça. Mais avant l'invasion américaine, il y avait des problèmes entre les sunnites et les chiites. Non. Il y avait uniquement un conflit entre le peuple et le gouvernement. Moi, jusqu'en 2009, je ne savais même pas si mes voisins étaient sunnites ou chiites. Avant, il n'y avait pas de guerre entre sunnites et chiites. Les sunnites et les chiites cohabitent depuis très longtemps en Irak. Le conflit entre les deux confessions est dû aux États-Unis. Ils ont profité des membres d'Al-Qaïda afin de créer cette division entre les sunnites et les chiites pour dominer l'Irak. La guerre entre les sunnites et les chiites n'a été profitable qu'aux Américains. C'est la faute des Américains. J'avais déjà entendu ça quelque part. Mais je me suis demandé pourquoi les Irakiens racontaient tous la même chose. Alors soit ils étaient tous théoriciens du complot, soit il y avait un petit élément de vérité. Pour aller à la racine de Daesh, il faut s'intéresser d'abord à un homme. Zarqawi. C'est lui, la matrice de ce nouveau terrorisme qui est venu frapper en Europe. Zarqawi est un criminel jordanien, issu d'une banlieue pauvre d'Amman. Ce trafiquant de drogue a trouvé la rédemption dans le fanatisme islamique. Il s'installe dans le nord de l'Irak avant l'invasion américaine. Il est à la tête d'un minuscule groupe djihadiste. Aux Nations Unies, l'Américain Colin Powell affirme qu'il est l'allié de Saddam Hussein pour justifier l'invasion. Il y a en Irak un réseau terroriste organisé par Zarqawi, un associé de Ben Laden, un lieutenant d'Al-Qaïda. En fait, Zarqawi n'arrive à Bagdad qu'après la chute de Saddam Hussein. Il s'installe ici dans cette rue avec quelques combattants, la rue Haïfa, en plein centre-ville. De là, avec d'autres groupes insurgés, il harcèle les Américains. Abdourazak repère vite que Zarqawi est une menace pour la résistance irakienne. Ces mecs, ils n'étaient pas comme nous les chiites. Nous, on combattait seulement l'occupant. Zarqawi, c'était Al-Qaïda. Daesh n'existait pas encore. Et Al-Qaïda, leur doctrine, c'est le takfir. C'est-à-dire tuer le plus possible de soi-disant mécréants, de toute confession. Les chrétiens, les yézidis, les chiites. Ils peuvent même tuer des sunnites. La devise des takfiris, c'est de tuer n'importe quel être humain. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Dès 2004, Zarqawi s'attaque aux civils irakiens, comme cet attentat géant à Bagdad contre des recrues d'une école de police.
En 2004, le groupe de Zarqawi est encore très minoritaire au sein de la résistance irakienne. Talal est un ancien insurgé sunnite. De 2003 à 2005, cet ancien officier de l'armée de Saddam Hussein dirigeait un groupe d'insurgés à Bagdad. Il a vu arriver avec inquiétude Zarqawi et son groupe de combattants étrangers. Dans notre résistance, nous avions une ligne rouge à ne pas franchir. Le résistant ne tuait pas d'Irakiens, ni chiites, ni kurdes. On se battait seulement contre les occupants. Nous ne poussions pas à la haine entre les confessions. Les combattants arabes de Zarqawi ont franchi cette ligne rouge. En 2004, Zarqawi inaugure un style de communication choc qui sera repris et amplifié par Daesh. L'égorgement vidéo d'un humanitaire américain publié sur Internet. La mort en pyjama orange, c'est une invention de Zarqawi. Les attaques géantes contre les populations chiites, c'est aussi Zarqawi. Ils ont pourri l'image de la résistance. Ils ont tué des civils, des enfants. C'est pas ça, défendre le pays. Zarqawi et ses combattants ne sont qu'un groupe minoritaire dans l'insurrection. Mais l'armée américaine comprend très vite le parti qu'elle peut tirer du dégoût irakien contre Zarqawi. Les Américains vont exagérer son importance. En 2004, un programme d'opération psychologique, le nouveau mot pour propagande, est mis au point. Ce document secret est le plan de l'armée américaine. Il a été révélé par le Washington Post. Il est très clair. Il faut diaboliser Zarqawi et provoquer une réaction xénophobe. L'effet recherché est non moins clair. Désormais, Zarqawi représente le terrorisme en Irak, ce qui permet d'éliminer le soutien populaire à une insurrection potentiellement sympathique. Dans les jours qui viennent, nous allons lancer une campagne d'information publique sur Zarqawi. Ce sera une campagne aussi importante et massive que celle que nous avions lancée au sujet de Saddam Hussein et ses fils. À la sortie, vous trouverez à votre disposition du matériel d'information qui va être distribué dans tout le pays. Après février 2004, le nom de Zarqawi sature l'espace médiatique. Wilhelm Marx était employé par une société de communication américaine, le groupe Lincoln. Il avait 3 millions de dollars pour acheter des articles de propagande dans la presse irakienne. Tous les jours, il fallait un article sur Zarqawi. Il était le méchant. L'armée américaine insistait beaucoup. Il fallait concentrer sur lui tous les articles, en faire le méchant en chef. C'était un moyen pour les gens de canaliser leur colère des terroristes sur un visage. De mon point de vue, ils lui ont donné plus de pouvoir qu'il n'en avait vraiment. Bien sûr qu'il existait Zarqawi. Mais parfois, je me demandais comment il faisait pour être partout, au même moment. Les stratèges américains ont oublié un vieux principe du marketing. La mauvaise publicité, c'est quand même de la publicité. Zarqawi, il y a eu trop de propagande médiatique autour de lui. Les Américains, ils sont spécialistes de la propagande à la Hollywood. Ils ont essayé de lui créer l'image d'une grande figure pour pouvoir l'atteindre et l'éliminer. Et montrer qu'ils sont plus forts que lui, en le tuant. Dans le monde du djihad international, Zarqawi devient une star. Il commence à attirer de plus en plus de combattants de toute la planète. La résistance irakienne, au sens pur du terme, elle a duré jusqu'en 2005.
Après, une fois l'apparition de Zarqawi, la résistance a cessé d'être locale pour devenir une organisation internationale. On est en 2005 et ce n'est que le début. À Paris, une bande de jeunes islamistes organise une filière pour rejoindre Zarqawi. Certains sont arrêtés, notamment un certain shérif Kouachi. J'ai un truc à vous dire, hein. Tout ça, c'est monter toute pièce, c'est tout. Nous, on est des jeunes de cité, c'est tout. On s'enflamme, on parle comme ça, mais il n'y a rien de plus, c'est tout. Mais il n'y a rien, on veut rien faire, on n'est pas... Il y a un peu d'intention, on veut nous faire croire des trucs, mais bon, c'est pas grave. On verra par la suite et j'espère que ça va être bénéfique. Par la suite, en janvier 2015, shérif Kouachi deviendra l'un des 2 assassins des journalistes de Charlie Hebdo. Parmi les jeunes islamistes du groupe de 2005, il y a aussi Peter Sherif. Lui réussira à rejoindre Zarqawi en Irak. Au début, ses parents ignorent que Peter Sherif est à Falloujah et qu'il a rejoint un groupe combattant. Quand il prenait contact avec moi sur la webcam, il restait très peu. Mais il y a des moments, il ne pouvait pas parler. On lui dictait, à chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, il était obligé de tourner sa tête pour écouter souvent. Il était comme ça, ce qu'on devait lui dire. Puis des fois, et des fois, on lui disait même, il n'a pas le droit de regarder le webcam parce que sa mère n'avait pas le foulard. Peter Sherif a été arrêté par les Américains à Falloujah. Notre fils, lorsqu'on l'a arrêté, il a juste crié, je crois, qu'il est de Moudjahidine. Peter Sherif est placé en détention avec les hommes du groupe Zarqawi, à Abu Ghraib, puis au camp Bouka. Vous en avez rencontré vous-même des combattants étrangers de Zarqawi? Oui, beaucoup. J'aurais même pu être une de leurs victimes, car je l'ai dénoncé dans la résistance. Je remercie vraiment ma tribu, mes gardes qui ont assuré ma sécurité, sinon j'aurais été tué par eux. En février 2004, les Américains ont un autre message à transmettre. Ils affirment avoir trouvé un document dans un ordinateur du groupe Zarqawi. Ce serait un plan machiavélique pour déclencher une guerre entre chiites et sunnites. L'officiel américain lit le document devant les journalistes. Je cite Zarqawi. Les chiites sont la clé du changement. Il faut attaquer leurs symboles religieux, politiques, militaires. Ainsi, ils seront enragés contre les sunnites et se vengeront contre eux. Si nous réussissons à créer une guerre civile, cela réveillera les sunnites trop endormis. Ils auront peur d'être détruits par les chiites. Les Américains vont faire une publicité massive à cet appel à la guerre interconfessionnelle. Ce sont les propres mots de Zarqawi, son plan pour déchirer ce pays et provoquer une guerre civile sanglante. Nous allons faire connaître, à travers une campagne de communication très sophistiquée et élaborée, les plans de guerre civile de Zarqawi pour le peuple irakien. Un journaliste dans la salle s'inquiète. Vous n'avez pas peur qu'en répandant ces déclarations de Zarqawi, vous fassiez dégénérer la situation entre sunnites et chiites en Irak? Pardon? Je n'ai pas compris. Que ça dégénère entre les deux communautés, les sunnites et les chiites. Les Irakiens à qui nous parlons veulent un Irak unifié. Ils ne sont pas intéressés par un Irak divisé, en enclave ethnique ou par une guerre civile ethnique. Dans les mois qui vont suivre, milices chiites et sunnites vont commencer à se combattre. À l'époque, les États-Unis ont joué un rôle très important dans le développement du conflit entre les chiites et les sunnites. Ils ont manipulé les moudjahidines et ils ont bien creusé le fossé entre nous en jouant sur le confessionnalisme. En 2004, une des milices chiites, la brigade Badr, prend le contrôle du ministère de l'Intérieur. Ils ont un compte à régler avec les sunnites. Jouer les milices confessionnelles contre l'insurrection, c'était ça, le plan. L'approche avec ces milices, c'est d'essayer de les intégrer dans les nouvelles forces de sécurité irakiennes.
La meilleure manière de les désarmer, c'est de les absorber. Robert Ford était le numéro 2 de l'ambassade américaine à Bagdad en 2004. Un des pires trucs qui soit arrivé en 2005 et 2006, c'est quand les chiites ont pris le contrôle du ministère de l'Intérieur. Soudain, vous aviez des milices chiites dans des uniformes de policiers et opérant en totale impunité. Les populations sunnites sont mises sous pression. La haine entre les deux communautés va grandir. En 2006 à Mossoul, je réussis à pénétrer une prison. Les cellules sont pleines de sunnites, raflés dans la rue, au hasard. On nous arrête dans la rue de façon aléatoire. On nous accuse de terrorisme, sans aucune preuve. Il suffit d'avoir un nom sunnite et ils vous arrêtent. Tous les jours, tous les jours. Où est-ce qu'on est censé vivre? À un moment donné, les Américains étaient des anges comparés aux autorités chiites et à leurs milices. En 2005, la violence interconfessionnelle est à son comble. On retrouve chaque matin des dizaines de cadavres dans les rues. Certains portent des menottes de police toutes neuves, au poignet. La raison pour laquelle Al-Qaïda a grandi en Irak, ce n'était pas à cause de ce programme d'opération psychologique. La raison principale, c'est que les sunnites étaient marginalisés, exclus, et qu'ils se sont dit qu'il y avait une possibilité de reprendre le pouvoir. Fin 2006, Zarqawi est tué par cette bombe américaine. Deux ans plus tard, les Américains pensent avoir jugulé l'insurrection irakienne. À Bagdad, les quartiers rebelles, sunnites pour la plupart, sont enfermés derrière des murs, comme des prisons géantes. Franchement, mettez-vous à notre place. Si vous aviez ça sous les yeux, chaque matin, comment vous vous sentiriez? Dites-moi. Les survivants du groupe Zarqawi sont enfermés à Camp Bouka. C'est ici qu'ils vont s'organiser pour l'avenir. Parmi eux, Abou Bakr el-Baghdadi, le futur calife de l'État islamique. Et aussi Peter Sherif, le compagnon d'armes des tueurs de Charlie Hebdo. En 2011, les Américains quittent l'Irak. De nombreux islamistes internés à Camp Bouka retrouvent la liberté. Au même moment, dans le pays voisin, la Syrie, un soulèvement voit le jour. Les anciens de Camp Bouka vont profiter de l'instabilité en Syrie pour s'y infiltrer. Ils prennent la ville de Raqqa. C'est là qu'ils créent Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant. Ce sont les successeurs de Zarqawi qui le dirigent. En 2014, les Irakiens de Daesh retournent dans leur pays, en armes. Ils s'installent dans les régions sunnites. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas eu des sunnites qui ont senti que Daesh était un moyen de se protéger? Les sunnites, ceux qui ont été persécutés, torturés, ceux qui ont souffert, ont pensé que Daesh était la solution. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة. Daesh va frapper encore et encore le cœur de Bagdad. Ici, à Sadr City, dans ton quartier, j'ai l'impression que Daesh a tué plus de monde que les Américains. Oui, c'était à cause des attentats à la bombe. Parce que Daesh et Al-Qaïda ne nous ont jamais combattus avec des hommes. Ils posaient des bombes. C'est des ordures.
Ils n'ont aucune conscience. Ils tuent des femmes, des enfants, des civils. Ils font pas la différence. Retour sur la ligne de front de Falloujah. En 2016, l'offensive contre Daesh qui a démarré à Falloujah va se poursuivre à Mossoul. Je retrouve les brigades de volontaires. Elles ont enfin pris Saklawiya, dernier verrou avant le centre de Falloujah. Les combats ont cessé il y a quelques heures. Les Daeshiens ont multiplié les attaques aux voitures piégées. Les combats ont duré 2 jours. Ils se sont défendus maison par maison. Où est Daesh? Là-bas, dans ces maisons. La ligne de front, c'est ce mur de sable. Une première patrouille part inspecter les maisons qui étaient tenues par Daesh. Reviens! Reviens ici! Tu sais que c'est dangereux? Si t'arrive un truc, c'est tant pis pour ta gueule. Reste derrière. Regarde où tu marches. Attends. Hé, qu'est-ce que tu fous, toi? Tu fais le bonhomme, mais dès qu'il y a un danger, tu t'enfuis. Attends, mais c'est piégé de partout, ce truc. Salman. Regarde à l'intérieur. Là, il y a de la poudre. Les volontaires découvrent un atelier de fabrication de mines enterrées. Les mortiers portent des inscriptions en cyrillique. Ils viennent de Serbie. C'est à Daesh, ça? Oui, à Daesh. C'est écrit en russe. Katyusha. C'est un missile. Ça, c'est le drapeau de Daesh. Il ne représente en rien l'islam. Voilà ce qui les attend. On va les détruire. Voilà ce que j'en fais de leur état imaginaire. Toute cette région, elle était sous l'emprise de Daesh. C'était leur base. Nous les avons vaincus. Bientôt, ils n'existeront plus en Irak, ni dans les autres pays du monde arabe, ni même dans le monde. C'est notre promesse. On va vous en débarrasser. Ici, on est unis, sunnites et chiites, on est tous frères. Les chrétiens aussi. Un seul Irak. Ils ont voulu nous diviser, mais c'est fini ça. Nous sommes unis maintenant. Je vais retrouver Abdourazak à la manifestation du vendredi, qui a lieu le soir cette fois. Et ce soir, il y a une nouveauté. Les communistes et l'extrême gauche ont rejoint le mouvement. Ça te dérange pas de défiler avec les communistes et les gens de gauche?
Non, l'intérêt de l'Irak, il est au-dessus de toute considération ou opinion. Dans le sens où, si la vision des laïcs et des partis religieux est la même, s'il y a une union entre les deux pour lutter contre la corruption, l'intérêt de l'Irak est au-dessus de toutes les considérations. Je sais que dans ce rassemblement, il y a des sunnites et des chiites. Il y a des laïcs, des religieux sadristes. Je vous en prie, prouvez à ces politiques corrompus que nous sommes frères en Irak. Prenez-vous par les épaules, en toute fraternité. En tant que civils, nous demandons un État laïque. Moi, je suis communiste. Cette dame, elle est démocrate. Nous souhaitons la séparation de la religion et de l'État. Nous ne sommes pas contre la religion. Nous voulons revenir à la vraie origine de la religion. Quand on utilise la religion de cette façon, une religion injuste, et que le pouvoir s'accapare les femmes et la liberté d'expression, qu'ils considèrent que la femme est un obstacle, ils nous parlent d'éthique, d'honneur, alors qu'ils sont corrompus jusqu'au cou. Quand en France, il y a des siècles, l'Église dominait. Eh bien, vous avez décidé de séparer les deux, la religion de la politique, ainsi que dans plusieurs pays européens. C'est grâce à ça que la France s'est développée. Je quitte Abdourazaq en étant heureux de découvrir que l'homme qui posait des bombes hier est devenu un partisan de la paix et de la tolérance. Le piège fanatique de Daesh ne s'est pas refermé. Ce soir, c'est les manifestants qui vont protéger la police. Ici s'invente l'espoir fragile d'un nouvel Irak. Un Irak qui brise la malédiction de la guerre civile.